Bonjour et bienvenue du coup sur la chaîne Projet Ventilo, et aujourd'hui on reçoit notre cher Pierre Chamblou. C'est c'est Pierre Champlemoux, Champlemoux, c'est très pardon. compliqué. Désolé. En tout cas de la caverne de Pierre. Aujourd'hui on va parler de ton segment pour les lettres de l'angoisse numéro 2, mais aussi on va parler un petit peu Ouais. de ta chaîne et de ton travail de vidéaste. Bah moi ma première question c'est déjà... pour arriver justement au E de ectoplasme, c'était quoi le chemin de réflexion? Est-ce que tu as eu la lettre et tu t'es dit ah tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ou est-ce qu'au contraire tu te dis j'ai envie de faire un truc comme ça et tiens bah je pourrais peut-être le goupiller avec cette lettre là pour faire justement le E. Non, bah en fait, je pense qu'Anthony était sur le projet des Lettres de l'Angoisse 2 depuis un certain temps, mais moi il m'a contacté, je dirais en septembre. Donc j'imagine en vrai que la lettre devait déjà être attribuée à quelqu'un qui peut-être s'est désisté. Enfin je sais pas parce que je crois que le projet courait déjà depuis un certain temps. Donc j'ai pas choisi la lettre, elle est arrivée comme ça. Il m'a proposé, il m'a pitché le concept. J'avoue j'avais pas entendu parler à l'époque des Lettres de l'Angoisse 1, donc j'ai été voir et tout. Et donc il m'a dit t'as la lettre E, il faudrait faire un truc pour décembre, il m'a dit. Donc moi je partais en vacances, je suis parti 3 semaines en vacances, j'ai laissé ça dans un coin de ma tête et assez rapidement en fait le mot ectoplasme il s'est imposé parce que je me disais putain on n'a pas de temps, enfin on n'a pas beaucoup de temps avec mes potes et tout, et j'ai un pote qui avait fabriqué un pack de protons de Ghostbusters, là l'espèce de gros sac à dos des Ghostbusters, parce qu'à l'époque il faisait il se rendait aux conventions en cosplay quoi. Je me suis dit, bah, on a cet accessoire, je vais dire que le mot ce sera ectoplasme, et bah, maintenant il faut trouver un scénario qui permette de faire intervenir ça. Et voilà, c'est comme ça que j'ai choisi le mot ectoplasme un petit peu par défaut, parce qu'on s'était dit, bon, qu'est-ce qu'on a qui est cool, on a ça, bon bah utilisons-le et trouvons une histoire derrière. Au niveau de l'accessoire, justement, j'allais te demander, ben, je trouve qu'il y a plein d'accessoires qui sont super bien foutus. Bah, justement, le pack Proton, là, qui vient de Ghostbusters. Est-ce qu'il y a eu d'autres trucs qui ont été fabriqués? Par exemple, je pense il y a un stickers qui est sur la voiture au tout début. Est-ce que tout ça, ça a été fabriqué? Ouais, tout à fait. C'était bah donc en fait après on a écrit le scénario assez rapidement. Enfin j'avais un début, une fin, et avec mes potes on a bouché ce qui manquait au milieu comme trou. Et on s'est dit qu'on voulait pas que ça ait l'air d'un fan film Ghostbuster, parce que voilà, enfin on voulait pas que ça reprenne exactement les codes. On voulait que ça ait l'air d'une copie comme font parfois les films Asylum ou enfin quand ils tentent d'imiter les blockbusters. Et du coup on a cherché un nom pour cette compagnie de Ghostbusters, et puis aussi ça pouvait pas être tout à fait Ghostbusters puisque notre mec opère tout seul, il a un patron qui est à distance et tout. Et bah, à ce moment-là, on a eu le nom de Phantom Busters. Et Jean-Marc, qui est mon pote qui a tenu la caméra, qui a fait 95% du montage de ce cours, a designé... Alors, on est très organisé, c'est ce qu'on dit souvent dans notre bande. Il a designé le logo le matin du tournage, je crois. Il l'a imprimé sur plusieurs feuilles A3. Et puis le slogan, pareil, il l'a trouvé un peu à la dernière minute, et il a fait une affiche de notre ami Patrick, le fabricant du pack de protons, pour la mettre dans son bureau et qu'on l'utilise derrière. Et voilà, parce qu'à la base, en plus, moi je l'avais écrit, je voulais pas faire le rôle principal, je voulais que ce soit Patrick qui a fabriqué ce pack de protons qui joue son propre rôle. Mais il était pas très en forme à ce moment-là, il se voyait pas le faire. Donc on a dû pareil inverser les rôles. Moi je devais faire le patron et lui le chasseur de fantômes, et on a inversé au dernier moment. Ok, bah c'est marrant que tu dises ça parce que je trouve que justement au niveau du jeu d'acteur, je trouve que t'as été parfait. En tout cas, c'était vraiment super bien. Bah merci, moi je me déteste hein, quand je me regarde, mais On n'aime jamais s'entendre et se voir, c'est terrible. bah ça me gêne moins quand je fais des vidéos YouTube, parce que c'est moins, je sais pas comment dire, j'ai l'impression de plus contrôler la façon dont je parle, et ça me gêne plus de me voir jouer un rôle dans les vidéos, mais bon, enfin dans le court métrage en l'occurrence.
Ouais, je comprends en plus que quand t'es sur une vidéo YouTube, justement, comme tu as un peu un contrôle sur le tout, c'est ton texte à toi, alors que là où tu dois interpréter un personnage pour le bienfait du scénario, c'est tout de suite un peu compliqué, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était nickel. Et puis c'est aussi que vraiment j'avais écrit le rôle pour Patrick parce qu'il faut savoir que Patrick il est pas Ghostbuster dans la vraie vie mais il est ascensoriste, il répare des ascenseurs donc je m'étais dit bah, c'est quasiment lui quoi, juste au lieu de réparer des ascenseurs il va chasser des fantômes, enfin je m'étais dit il aura pas besoin de se forcer donc ça m'a fait chier de devoir le faire alors que faire le rôle du patron qui lui dit quoi faire, bah au final c'était un petit peu ce que j'étais en train de faire au départ avant qu'il abandonne le rôle donc ça me dérangeait moins. Oui, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé qui m'a fait extrêmement rire, c'est ta réaction, enfin du coup la réaction du personnage principal quand il entre dans l'appartement et puis qui, je crois qu'on voit déjà l'entité à ce moment-là et qu'il y a toutes les portes qui se mettent à claquer et j'ai adoré la réaction justement tellement blasée de c'est bon je les connais tous tes tours, voilà tu pourras rien faire. Ça, du coup, c'était c'était écrit, mais le côté méga blasé, mon pote Jean-Marc qui filmait a beaucoup insisté pour me dire non mais t'en as plein le cul, tu vois ça tous les jours. Enfin, c'est lui qui me disait faut vraiment que t'en aies rien à foutre. Je disais ah bon on est sûr, bon ok d'accord. Puis du coup le fantôme justement, enfin le fantôme ou l'esprit, enfin la femme possédée, il y a, je pense, une partie maquillage qui a été faite, mais aussi une partie CGI. Alors, j'ai beaucoup, enfin CGI, en tout cas effet au montage. Ouais. Et du coup, vous avez fait comment? Parce que déjà au niveau du maquillage, ça a pris du temps, comment c'est passé? Alors en fait on a la chance d'avoir une amie qui est maquilleuse pro, qui habite en plus à 5 minutes de chez nous, donc c'était bien pratique. Et en fait elle a maquillé, c'est ma copine qui joue le fantôme, elle a maquillé ma copine pendant je sais pas combien de temps, parce que en fin de compte nous on était en train de tourner les scènes du parking et les autres trucs pendant ce temps-là. Et d'ailleurs, je crois même qu'on a tourné l'entrée dans l'appartement, on n'avait pas encore vu le résultat. Et quand elle est descendue des escaliers, on n'était pas bien parce que c'était vachement bien fait. Et l'effet en CGI, en fait, c'est Jean-Marc a eu cette idée au moment du montage. Il s'est dit, au départ, il m'a pas demandé mon avis, il l'a rajouté. J'ai regardé, j'ai fait ouais, c'est cool parce que, alors, on était un peu hésitant parce qu'on voulait pas cacher le maquillage qui a été fait par notre ami Lynn, parce qu'on le trouvait vraiment cool, et en même temps on aimait bien ce côté un peu glitch de son visage. Donc on a réfléchi, on s'est dit non oui, puis ça change un petit peu d'un simple maquillage de possédé. Et voilà, et si on a eu l'idée de faire le fantôme comme ça, enfin de mettre une histoire de possession, en fait c'est encore une histoire de moyens. Tout a été écrit en pensant à ce qu'on pouvait faire ou pas faire. Et on s'est dit que si on faisait un fantôme en image de synthèse, ça allait être pourri parce qu'on n'a pas les compétences pour faire un truc très stylé en image de synthèse. Donc rapidement on s'est dit non, ce sera une femme possédée. Et puis on va raccrocher les wagons avec le mot ectoplasme en disant qu'il y a des gueules de l'ectoplasme. Voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de ce à quoi elle ressemblerait. Oui, magnifique transition, justement, j'allais te demander ce liquide, c'était quoi du coup? Est-ce que c'était pas trop deg? Non, c'était... alors, quand je marche dedans, c'est simplement du gac, enfin de la pâte, le truc qu'on a acheté sur Amazon. Parce qu'on n'arrivait pas, on a essayé de fabriquer le slime nous-mêmes, mais on n'arrivait pas à le faire. Et donc on l'a acheté en dernière minute, un peu pareil. Et le liquide que je me prends dans la gueule, c'est tout simplement du lait avec du sirop de menthe qui me tombe dessus. Mais étonnamment, ça pue. Enfin, je sais pas comment dire, mais je m'attendais pas à ce que... Je trouvais que ça sentait le vomi, alors que normalement c'est juste du lait avec du sirop de menthe. Mais quand tu te retrouves avec du lait sur le visage, c'est pas très agréable, ça sent pas très bon. tu m'étonnes. Du coup, ça a été fait en une seule prise ou bien comment? Alors, il y a une prise où elle m'a vraiment craché le lait vert au visage. Et ensuite, Jean-Marc trouvait qu'il fallait plus de plans. Donc là, je crois qu'il a carrément pris la bouteille de lait dans laquelle on avait mis du sirop de menthe et il m'a tout balancé sur la tronche en continu. Et c'est horrible. Enfin, tu peux même pas respirer pendant que ça te coule dans la tronche. Mais ouais, on l'a fait en 2 prises, ouais, je crois, ça. Puis l'effet,
justement un peu de glitch sur le visage, d'abord de la femme, puis ensuite de toi à la fin. Vous l'avez fait comment au niveau du montage? Non, mais je pense que Jean-Marc a dû le faire avec un plugin After Effects. J'avoue que vu qu'il l'a fait, en fait, au départ, on devait se retrouver pour faire à peu près une semaine de montage ensemble sur le projet. Et puis en plus, lui, il avait l'air saoulé parce que on a fait une grosse journée de tournage le deuxième jour. Donc je m'étais dit, il est pas prêt d'y retoucher. Et puis il avait une semaine de vacances, une semaine après le tournage. Donc c'était normalement à ce moment-là qu'on se mettrait à monter. Et en fait, assez rapidement, il m'a envoyé... il avait filmé son écran avec son téléphone, il m'a envoyé qu'il avait déjà... Parce que oui, la nuit qui a suivi le dernier jour de tournage, il n'a pas dormi de la nuit parce qu'il avait les plans dans sa tête. Et en fait, je pense qu'il avait besoin de commencer à dérocher, à faire quelque chose. Et du coup, il m'a présenté l'effet déjà fait. Et moi, j'avoue que je maîtrise mal After Effects et ce genre de trucs, donc je ne sais pas exactement quelle technique il a utilisé pour le faire. Voilà, il m'a demandé qu'est-ce que t'en penses. J'ai dit ouais, non, en fait, au final, c'est cool. Ça cache un peu le maquillage, mais c'est cool quand même, donc on va garder ça. Et on a cherché un bruit après pour que ça fasse enfin, qu'il y ait un bruit qui colle avec l'effet. Mais je sais pas, je pense que c'est un plugin After Effects. Il utilise Premiere et After Effects, donc ça doit être un de ces deux trucs. Ok, en tout cas ça ressort super bien, que ce soit pour elle ou pour toi à la fin. Je trouve que le plan final marche super bien du coup. Ah, et ça pour le coup d'ailleurs, je sais qu'il a... Ce qu'on a filmé vraiment... en fait tout est tourné chez moi et on a filmé l'ascenseur dans l'ascenseur de l'immeuble. D'ailleurs il y a une dame qui a un moment qui a ouvert, enfin qui est montée et qui s'est retrouvée face à moi avec tout le machin dans le dos, ma voisine quoi de palier, qui a été un peu choquée. Et pour l'ultime plan... donc on avait vraiment fait le truc de j'appuie sur le bouton de l'ascenseur et les portes se referment, mais en fait ça durait trop longtemps au goût de Jean-Marc, donc finalement il a récupéré les portes d'un autre plan et il les a rajoutées pour que ça se ferme pile au moment où j'ouvre la bouche, je baisse la tête et j'ouvre la bouche. On lui en demandait pas tant, mais c'est super cool qu'il ait eu cette initiative. Puis le fait que tu baisses la tête au moment où les portes se ferment et que tu regardes bien la caméra dans les yeux, entre guillemets, ça, je trouve que ça marche super bien comme plan final. Ça, c'est l'idée de Jean-Marc aussi, parce que moi j'ai écrit le scénario avec l'aide un petit peu de mon ami Sylar Tichot, le youtubeur de l'étrange, on va dire, qui joue le rôle du voisin un peu chiant dans le truc. Mais il y a Jean-Marc qui a eu beaucoup d'idées comme ça, c'est lui en fait, c'est plus il y a des images qui se créent dans sa tête quand il lit le scénario et ça par exemple c'est son idée de finir exactement comme ça le plan. Toi t'étais présent à la séance au Club de l'Étoile ou t'étais pas là? Ouais, okay. ouais j'étais présent. Ouais. Donc t'as pu voir aussi tous les autres segments. Ouais. Il y en a d'autres que t'as beaucoup aimé par exemple ou bien... Ouais, attends, faut que je me rappelle des noms. J'ai beaucoup aimé Ordure. Je sais pas si tu l'as vu. Enfin, c'est une femme de ménage dans un open space avec une poubelle qui arrête pas de repoper. Alors pareil, je sais plus comment il s'appelle, mais celui avec la femme dans la salle de bain qui se passe tout un tas de trucs. Oui. Je trouvais que alors j'avoue que j'ai pas tout compris, mais j'ai trouvé que la comédienne était vraiment excellente. Ouais. Il y en a, tournage, je l'ai trouvé super beau. Après, c'est pareil, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais je l'ai trouvé super beau. En fait, globalement, il y en a vraiment beaucoup que j'ai trouvé chouette. Enfin, quand j'ai regardé le premier volet, je vais être très honnête, j'étais très déçu du premier volet parce que je trouvais, en fait, il y avait des gros noms quand même dessus. Et je m'étais dit ils vont faire des trucs cool du coup et alors peut-être qu'en termes de moyens il y avait plus de moyens sur le premier, mais je trouve qu'on se faisait chier, que c'était pas globalement à part quelques bonnes surprises, je trouvais que c'était beaucoup moins généreux, en tout cas beaucoup moins divertissant. Et celui-là, tu vois, le premier avec, comment il s'appelle, je crois que c'est Morgane fait des vidéos, ou Morgane et son ciné. Oui, Morgane et son ciné, c'est ça. Morgane et son ciné. Morgane et son ciné. Au final, je sais pas, il se passe pas grand chose. Et je sais pas s'il l'a vraiment improvisé au dernier moment comme il a l'air de le sous-entendre. Mais je trouve que c'est une bonne manière de démarrer le truc. Ça démarre bien. J'ai l'impression qu'il y a une référence à celui de Fermella, là, qui était pas le Z de celui d'avant, qui était pas ouf.
Et je trouve que finalement, alors j'avais regardé une interview d'Anthony qui disait que Michael G s'était justifié sur ce cours pas ouf des Lettres de l'Angoisse 1 en disant qu'il n'avait pas compris qu'il fallait faire un truc pro, qu'il fallait des moyens, des machins. J'ai l'impression que lui c'est un peu la réponse, il n'a pas utilisé plus de moyens mais il a fait un truc plus divertissant. Ça m'a marqué aussi. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était un bon démarrage. Et il y a aussi celui des Chroniques du Nanar, je crois, avec un mec séquestré en POV. Enfin, on est la personne séquestrée. C'était la lettre D, détenue, je crois que ça va être ça. Ouais, c'était rigolo aussi, ça m'a bien. Et celui avec l'arbre aussi, je sais plus comment il s'appelle, très beau, très beau visuellement, celui avec le morceau d'écorce. Bah tu as peut-être pas vu parce que c'est un des derniers. Alors peut-être que j'ai pas vu celui-ci, c'est possible, ouais, parce que ça me dit rien comme ça, donc peut-être qu'il fait partie des 4 que je crois que j'ai pas encore vu. Ouais, bah je l'ai trouvé très chouette. Et celui de Pepper Pot machin là, Doctor Who, ceux qui font une chaîne Doctor Who, leur truc au caméscope. J'ai trouvé très stylé, très drôle. On a tous rigolé beaucoup dans la salle. Pareil, j'ai pas forcément compris la fin, mais j'ai trouvé que c'était agréable à suivre. Enfin, voilà, dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai vu dans cette fournée. Ah putain, j'ai oublié, il y en a un que j'ai bien aimé aussi parce que j'ai trouvé ça inventif, c'était celui de Miko officiel là, où il a juste filmé chez lui et il a animé ses figurines avec de l'IA. Je pense qu'il a dû se faire beaucoup chier à arriver à obtenir le résultat qu'il voulait, parce que pour avoir essayé de faire quelques trucs avec de l'IA, c'est cool, hein, ça fait des choses, mais ça fait rarement exactement ce que tu veux, quoi. Donc j'ai trouvé que le sien était, ça m'a surpris en tout cas visuellement. Enfin bref, excuse-moi, je digresse, mais je voulais pas l'oublier. Comment t'as vécu ce moment, justement, de pouvoir diffuser ton film dans une salle et puis d'avoir les réactions du public en direct, ça va, Ouais, ça va. Bah, en fait, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait, mais alors pas du tout dans une salle comme ça, parce qu'avec du coup Jean-Marc, mon ami qui a co-réalisé, on faisait des films il y a une vingtaine d'années. Enfin, on faisait des petits courts-métrages. On essayait de faire une web série qu'on a complètement abandonnée, principalement parce qu'un des deux acteurs principaux n'était plus dispo, mais on avait déjà à l'époque projeté nos trucs. Enfin, mais dans la salle des fêtes du coin, si tu veux. On habitait dans une petite ville en banlieue, on avait passé ça dans la salle des fêtes, et moi j'ai plus l'habitude d'organiser des projections avec mon ciné-club, mais j'avoue que là c'est la première fois vraiment que déjà que ça passe dans une vraie salle de cinéma, et que y a des gens qui regardent, qui sont pas mes potes, qui ont fait quelque chose aussi. Enfin, finalement c'était assez stressant, je trouve, de base, de se dire putain, les gens qui regardent, forcément on va tous inconsciemment ou pas se critiquer les uns les autres, parce qu'on a eu la même mission, à peu près le même laps de temps pour le faire, voilà. Donc j'étais un peu angoissé. En fait, je pensais pas, mais quand ça a commencé, je me suis dit oh la vache, putain, je suis pressé qu'il passe parce que je veux en finir, je veux qu'il passe. Et dès que assez rapidement il y a eu, alors le premier truc que j'ai entendu, peut-être il y a eu d'autres choses avant, mais c'est que les gens ont remarqué le caméo de mon pote Saïl Artichaut en voisin. Donc là j'ai entendu des gens chuchoter, c'est Saïl Artichaut, machin. Et ensuite j'étais satisfait, enfin j'étais rassuré, parce que les gens ont ri à partir du moment où je dis attention, ça va piquer, que je pète, et que tout commence à se dérégler. Le fait d'entendre les gens rire, ça m'a énormément rassuré. Je me suis dit ah putain, c'est bon, ça va. Franchement, si j'avais pas entendu de rire, je crois que j'aurais été vraiment très mal, je me serais enfoncé dans mon siège, j'aurais été pas bien. Donc ça a été un peu un ascenseur émotionnel, et je voyais, il y avait Jean-Marc à côté de moi qui lui mangeait son doigt, il parlait plus pendant tout le truc, et voilà, on a été soulagés une fois que c'était passé, et, du coup on était beaucoup plus réceptifs à la suite, je pense, parce que au début on avait ça dans un coin de la tête jusqu'à ce qu'on arrive à la lettre E, quoi. Enfin, mais ouais, non, c'était cool, et tout le monde était très sympa, et c'était chouette à la fin. On a pu discuter un petit peu, enfin ouais, c'était une chouette projection. Ah, c'est vrai que ce moment où t'espères obtenir des rires
et que tu les obtiens enfin, Ouais. ça va être hyper gratifiant. Je me rappelle à la première séance, enfin pour le premier volume des Lettres de l'Angoisse, il y avait un court-métrage que je vais pas citer, qui était censé faire peur et qui en fait a provoqué des rires. Et du coup, je sais que la personne l'a quand même un petit peu mal vécu. Donc, c'est cool de vouloir obtenir des rires et de les avoir. Ouais. Ah oui, non, ça c'est terrible ce que tu décris. Je sais pas qui c'était, mais force à lui. Et du coup, tu as dit que t'avais un ciné-club. Enfin, c'est toi qui le. Enfin, tu fais des séances régulièrement, c'est ça? Ou bien comment ça se passe? Ouais, c'est en fait ça remonte à loin parce qu'au départ c'était pas un ciné-club. En gros, bah, toujours avec Jean-Marc. Hein, finalement, il est toujours, c'est l'homme de l'ombre qui est toujours avec moi. Quand on avait une vingtaine d'années, bah, un peu après l'époque où on faisait des films. On habitait en banlieue dans une petite ville, on avait on n'habitait plus chez nos parents, on avait du mal à recevoir des gens pour faire des soirées. On s'est mis à faire des soirées dans les bois. Parce qu'il y avait une forêt à côté de chez nous et il y avait un espèce d'ancien dépôt de munitions dans la forêt de Montmorency, dans le Val d'Oise. Et on s'est mis à rapporter. Je crois qu'au départ, c'était pour faire l'anniversaire d'un pote. On avait ramené de quoi mettre du son. Alors, enfin, c'était un poste de radio avec des piles, hein, tout simplement, et puis des petites lumières. Et on a appelé ça la grotte chaude parce qu'à l'époque, moi, j'avais été matrixé par le film Shaitan et parce que bah, ça ressemblait à une grotte, parce que c'était vraiment sous une butte de terre, c'était voûté et machin. Et on a fait ça pendant, je dirais, 3-4 ans. Et ça prenait énormément d'ampleur parce qu'il y avait des gens qui... À la fin, on ne connaissait plus les gens qui venaient. Au début, c'était un truc entre potes. Et moi, à l'époque, je travaillais la nuit en plus, donc j'avais bien le rythme pour faire ça jusqu'au petit matin. Et finalement, on a arrêté parce qu'il y a eu plein de... on a vu qu'il y avait une sorte de concurrence qui s'était ramenée, mais qui ne respectait pas du tout les lieux. Et on s'était dit que ça allait nous retomber sur la gueule, les saletés qu'ils faisaient. Du coup, on a arrêté. Et donc, l'entité La Grotte Chaude est un peu morte à ce moment-là. Jusqu'à 2017, je dirais. À l'époque, un peu avant, il y avait un ciné-club dans un bar à Paris qui s'appelait La Cantada, qui a fermé depuis. Et le ciné-club s'appelait Pas de pitié pour les navets. C'est les mecs qui faisaient ça, donc passaient des nanars. Et puis, il y avait tout un... déjà, enfin, ça fonctionnait toujours de la même façon. Il y avait d'abord un montage d'extraits de films, de bandes-annonces en rapport avec le nanar qu'on allait voir. Ensuite, il y avait un petit sketch et un jeu où tout le monde... voilà, et c'est devenu des amis, les gens qui faisaient ça, Paul et Mathieu. Et quand ils ont arrêté, parce qu'à un moment, ils ont arrêté au bout de 4 ans, je crois, donc un peu avant 2017, j'étais triste, mais je me disais, bon, bah, tant pis, ça s'est arrêté. Et puis, il y a un autre pote qui a repris, l'ami Régis Coléou, qui a fait le cinéma de Clapier, lui. Il n'a pas gardé le même nom, et il m'a invité à participer. Et le cinéma de Clapier, c'était beaucoup moins foufou que Pas de pitié pour les navets. Alors c'est autre chose, mais la folie de Pas de pitié pour les navets a commencé à me manquer. Régis me demandait des conseils, mais il les suivait pas du tout et on avait rien à foutre, il est un petit peu obtus. Donc bah, avec le patron de la Cantada, Mickey, j'ai décidé de faire la Grotte Chaude en ciné-club. Au départ, pas pour passer des nanars, au départ c'était pour... je m'étais dit, bon bah voilà, lui, Régis a repris en passant des mauvais films, moi je vais passer des petites perles, des trucs que les gens n'ont pas vus, qui sont pas dispo dans le commerce, donc parce que c'est très clandestin comme ciné-club, mais bon. Et donc j'ai commencé à passer des films qui à l'époque n'étaient pas dispo et tout, en retapant, en faisant des sous-titres parfois, en faisant ce qu'on appelle des repacks, là, en collant le son de la VHS française sur des images de Blu-ray, enfin bref. Mais je me suis rendu compte que les gens, ça les intéressait beaucoup moins de voir des supposément bons films que de voir des nanars et de rigoler, donc ça a évolué. Finalement, ça nous arrive ponctuellement quand on peut de glisser ce qu'on estime être un bon film dedans, mais ça fait maintenant, je dirais, bah, depuis, ouais, ça fait 7 ans que ça dure, ouais, bientôt 8, ouais, je sais plus, ouais, ça fait peut-être 8 ans que ça dure. Maintenant, on est dans une salle beaucoup plus grande, et oui, nous, c'est le Hasard Ludique à Paris, un lieu où il y a plein de trucs, et ils nous vendent en mode soirée nanar, donc maintenant c'est full nanar, parce que sinon les gens vont être tristes de venir. Mais voilà, on fait ça à peu près une fois par mois. Là, depuis qu'on est au Hasard Ludique, vu que c'est une super salle très grande et où il y a plein d'événements, et on n'est peut-être pas prioritaire par rapport aux concerts, aux choses qui
de manière évidente rapporte un petit peu plus de sous que nous, même si depuis qu'on est à Hasard Ludique, on a inventé le système des jeux à boire. Les gens peuvent crier des trucs pendant les films et boire un coup en même temps, parce qu'ils ont une petite table devant eux, enfin ils sont très bien équipés pour se mettre une tôle, donc on essaye de les faire consommer. Mais voilà, c'est un ciné-club qu'on fait à peu près une fois par mois, mais là j'avoue que ça fait, je crois depuis le mois de septembre qu'on n'en a pas fait, mais la prochaine normalement est en février. Et on espère qu'en 2025 on va en faire un petit peu plus qu'en 2024. Ah, mais c'est génial comme projet. Je connaissais pas du tout. Bah, en plus, moi, je suis pas du tout de Paris. Je suis même pas de France, donc je connaissais pas du tout. J'avais entendu un petit peu. Oui. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais c'est génial l'idée. Mais c'est vrai que les nanars, c'est tellement fédérateur en plus quand c'est des vrais bons nanars. C'est des bonnes soirées. La plupart du temps, on essaye quand même de trouver un film qui est certes mauvais, mais qui est divertissant. Parce que t'as des nanars qui sont cultes, mais qui sont insupportables à regarder en fait. Donc on essaye de faire que ce soit... Enfin, quand on choisit, si c'est vraiment trop chiant, on abandonne. Parce que... Ok, c'est mauvais, mais faut pas faire souffrir les gens non plus au bout d'un moment. Et du coup, tu parles pas tant de nanars que ça sur ta chaîne, à part ça, ou bien... Ah non, mais moi je t'ai dit, à la base, c'était pas mon désir de faire ça. Moi, je voulais faire découvrir des petites pépites. Et juste... Si quelqu'un nous prête une salle et qu'elle est pas remplie, c'est un peu dommage. Donc voilà, par la force des choses, c'est devenu nanar. Mais oui, c'est pas quelque chose que j'aime de parler de nanar. Enfin, sauf s'il y a une histoire à raconter derrière, qu'il y a quelque chose. Mais si c'est taper sur un film pour taper sur un film, déjà il y en a plein qui le font. Et moi, ça m'intéresse pas. Je préfère. Je l'ai fait. Je le fais parfois, je l'ai fait sur un film de Bigfoot horrible, Amityville Bigfoot, parce que j'étais vraiment vénère de ce que je venais de voir. Mais voilà, si c'est... puis enfin non, c'est quand même globalement assez rare que je fasse ça, je préfère faire découvrir des petits trucs. Du coup, forcément, je vois que la dernière vidéo, c'est le fameux Ghostbusters 3 qui n'est jamais sorti, et ton segment étant... quand même c'était pour ça que je l'ai fait. Voilà. Justement, je me demandais, est-ce que t'es un gros fan de Ghostbusters? C'est juste le hasard des... Non, je suis un gros fan parce que là, depuis, là, ça fait à peu près 1 an que je fais ma chaîne sérieusement. Je crois que j'ai déjà fait, c'est la 3e vidéo qui est plus ou moins liée à Ghostbusters parce que j'avais fait l'histoire d'un fan film Ghostbusters que j'aime beaucoup, qui est sorti en 2007. Enfin, maintenant, c'est vieux. Et j'avais fait aussi un jeu vidéo Ghostbusters, mais là, en fait, l'histoire du 3, ça faisait longtemps que j'avais ça dans mes tiroirs et que je me disais, à un moment, faudrait que je raconte pourquoi on n'a pas eu un vrai Ghostbusters 3 au cinéma. Et là, par la force des choses, oui, je m'étais dit, je l'avais dans un coin, je l'ai tourné, parce que je suis reparti en vacances à Noël, là, et je l'ai tourné juste avant de partir, en me disant, je vais la monter en vacances et la sortir fin décembre, ce qui n'est pas du tout arrivé, parce que en vacances, t'as pas du tout envie de faire du montage, surtout que j'étais à l'île de la Réunion, il fait 40 degrés, c'est mort, j'ai pas envie de monter, donc je l'ai monté très très vite en rentrant... Et d'ailleurs, j'ai utilisé beaucoup d'IA pour faire des voix et les gens détestent et je ne le ferai plus. Mais j'avais pas beaucoup de temps. Mais oui, je l'ai fait voilà, pour annoncer la séance. Vu que je savais déjà la date, je l'ai fait pour annoncer la séance. Ouais. En tout cas, là, justement, j'ai découvert un peu ton contenu tout récemment. Et je dois dire, en tout cas, je trouve que ça fait très très pro. Vraiment, je trouve que t'as juste déjà d'un point de vue visuel, je trouve que les miniatures elles attirent l'œil. Et puis le son est carré, le texte est top. Donc, moi je voulais savoir parce que je vois qu'en plus tu publies régulièrement à part ça. Comment tu fais? Ouais. Ah bah là en fait je fais quasiment que ça. À la base je suis journaliste depuis j'ai eu 2 vies et en gros je suis journaliste depuis 2017 ou 2018. Ouais si 2017 je crois. Et là j'étais en CDI jusqu'au mois d'avril dernier. Mais j'étais alors j'étais très content d'avoir enfin trouvé un poste en CDI, j'avais une équipe incroyable, mais je bossais sur un site qui n'était pas incroyable, malgré le fait que mes collègues soient incroyables. Et donc j'ai abandonné ce CDI, et là actuellement je fais que des piges pour un autre site de ciné, un site 100% ciné, où pour le coup je peux parler un petit peu de ce que je veux,
mais je ne peux pas full gagner ma vie avec. Donc en gros là je me suis dit cette année, en gros j'ai quitté mon taf en avril et je me suis dit vas-y d'avril à avril je fais une vidéo par semaine. Alors je m'y tiens quasiment presque tout le temps. Et ça, j'avais sous-estimé la tâche au début. Je pensais que j'arriverais à faire genre 2 vidéos par semaine, ce qui est très rare. Enfin, les tourner et monter, hein, pas les sortir, mais ça m'arrive très rarement. Parce que finalement, ça me prend du temps d'écrire, ça me prend du temps de tourner, ça me prend du temps de monter. C'est pas, à la base, j'ai pas du tout de formation pour ça. Donc, j'apprends même des trucs au fur et à mesure. Donc ouais, c'est chaud, mais, mais j'essaye quand même d'en sortir une par semaine. Après, pour les sujets, ça c'est pas compliqué. J'ai beaucoup de choses. J'en ai même, si tu veux, où j'ai déjà préparé, c'est déjà écrit depuis des mois, mais finalement j'ai eu une autre idée entre temps. Donc j'ai laissé ce script de côté. J'ai déjà le script de Noël de l'an prochain parce que finalement je l'ai abandonné cette année. Mais et pour les miniatures. C'est encore mon pote Jean-Marc qui m'aide assez souvent. Il y en a certaines qui sont de lui. Et sinon, j'utilise beaucoup. Moi, je suis nul en Photoshop, donc j'utilise mon téléphone et différentes applis. Je fais des trucs avec de l'IA. Ça m'aide beaucoup en vrai, l'IA, pour faire les miniatures. Parce que ça génère une bonne base et après, je peux retoucher des trucs. Généralement, en fait, je génère quelqu'un qui a à peu près ma tête. Et je vais recoller ma tête par-dessus. Comme ça, l'image est déjà faite. Parce que oui, aussi, mon idée, c'était, je m'étais dit, putain, c'est quand même difficile de trouver du taf dans une bonne rédaction ciné, enfin, en tout cas, de trouver un taf fixe. Je m'étais dit, bah, au moins, je fais ça, ça me fera une carte de visite de, regardez, je sais un peu de quoi je parle, je sais faire des trucs, je sais en parler. Et là, il y a des. Enfin, tu vois, j'ai plein de sujets. Je sais que je vais avoir. J'ai une vidéo, j'ai trop hâte de la faire, mais elle va me prendre du temps. Il faut que j'ai de l'avance pour me mettre dessus. J'ai interviewé le réalisateur de Torque, le film de moto, et c'est un super nanar de moto. Si tu l'as pas vu, regarde-le, c'est incroyable. En fait, ce mec-là avait bossé sur un The Crow qu'aurait dû se faire dans les années 90 avec Eminem et DMX. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Et en fait, là, j'ai eu l'occasion de le rencontrer vu que c'est lui qui devait le réaliser, et je l'ai interviewé une demi-heure. Il m'a dit plein de trucs dessus, donc je vais faire la suite de ma vidéo sur le The Crow avec Eminem et DMX avec le mec qui aurait dû le tourner, quoi. Ouais. J'ai trop hâte. Ah, c'est trop bien, le projet est incroyable. J'avais pas du tout entendu parler. Ça, tu vois, c'est ça aussi en vrai. Alors, il y a beaucoup de gens qui critiquent l'IA et je comprends. Simplement, moi, j'ai zéro moyen, donc je peux pas demander aux gens de faire des trucs pour moi ou quoi. Et l'IA, par exemple, me sert à raconter des films qui ne se sont jamais faits. Je peux lui demander de me générer un film The Crow avec Eminem. Enfin, je lui dis tel plan, ça se passe comme ci, comme ça. Ça prend en plus un temps de ouf de faire ça parce que, comme je disais, l'IA fait jamais exactement ce que tu veux. Mais au moins, moi, je suis assez content qu'elle me permette de ressusciter des films qui ne sont jamais nés au final. Bon, et puis du coup, à part ça, c'est quoi, tu sais, enfin, si tu sais déjà, si tu veux le dire, la prochaine vidéo ou les prochaines vidéos que tu vas sortir un peu sur ta chaîne alors là, je suis en train de bosser normalement, mais je pense qu'elle sera sortie quand tu publieras l'interview, mais je suis en train de finir une vidéo sur le Resident Evil qu'aurait dû faire George Romero à l'époque. Ensuite, je sais pas dans quel ordre ça va être parce que quand j'étais à l'île de la Réunion, j'ai tourné des trucs qui n'ont rien à voir avec le ciné, mais parce que je m'autorise de temps en temps des parenthèses et j'ai trouvé des histoires, des légendes urbaines qui m'ont bien fait marrer. Enfin, qui m'ont bien fait marrer, ça a l'air. Qui m'ont plu en vrai, parce qu'il y a une histoire d'un homme coq que j'ai trouvé incroyable, qui a terrorisé l'île de la Réunion dans les années 80, un type avec un masque de coq, on sait même pas s'il a existé, mais le folklore, enfin les gens qui se sont racontés des histoires entre eux ont fait que dans la tête de beaucoup de gens là-bas, il existe maintenant. Je vais essayer de faire une vidéo aussi sur le film Le Boulet, que j'ai redécouvert un peu par hasard. Enfin, je l'avais vu au ciné à l'époque, je l'avais pas revu depuis. Et je l'ai revu vers Noël là, et j'ai trouvé quand même qu'il tenait encore bien la route malgré un malheureux blackface en plein milieu du film
Du coup, je me suis intéressé à l'histoire de son tournage et elle est assez intéressante. Il s'est passé beaucoup de choses en coulisses. Donc, je pense que je vais en parler. Et en faisant mes recherches sur le The Crow qui ne s'est pas fait avec Eminem et DMX, j'ai découvert plein d'autres The Crow avortés. Et du coup, je vais faire un truc sur le The Crow 2 qu'on aurait dû avoir avant celui qu'il y a eu avec Vincent Pérez. Et en fait, il est sorti en BD. Le scénario qu'avait fait le scénariste de The Crow est pas sorti au cinéma, mais il a été adapté en BD. Donc, je vais raconter quel aurait été le The Crow 2 que le créateur de The Crow aurait voulu nous montrer, qui est très différent. Ouais, j'ai plein de trucs j'ai des trucs avec sur plein d'histoires. Je crois ça fait un moment qu'il faut que je tourne Ash versus Freddy versus Jason. Donc beaucoup de trucs comme ça. Faut que je Puis en vrai, comme je te disais, des fois je suis là, je me dis ok, des fois je fais un planning. Vraiment, je les mets et tout, je me dis celle-là, je la tourne là. Et en fait, entre-temps, je vais tomber sur un article, une vidéo en anglais, quelque chose dont on n'a jamais entendu parler en France. Et je me dis ah putain, mais faut que je parle de ça tout de suite. Sinon, peut-être que quelqu'un d'autre va en parler avant, ce serait dommage. J'ai envie d'en parler, donc je bouscule mon planning assez régulièrement comme ça. Là, je connais tellement ça, où tout d'un coup tu tombes sur un sujet, tout d'un coup tu te dis mais je savais pas, mais ça m'intéressait en fait ce truc. Ouais. Là, par exemple, l'année passée, tout d'un coup, je sais plus comment ça m'est venu en tête, mais j'étais en tourner une vidéo où je décortiquais un scénario d'un film, je sais plus lequel c'était, et tout d'un coup je tombe sur une info par rapport à l'intégration des sous-titres dans les films, et tout d'un coup je me suis dit mais attends, est-ce que quelqu'un a déjà parlé de l'histoire des sous-titres dans les films ? Du coup, j'ai fait une des vidéos dont je suis le plus fier, alors qu'elle n'a pas fait beaucoup de vues, parce que c'est un sujet vraiment de niche, mais c'était génial à faire, et justement j'ai dû emprunter des bouquins, enfin mener un peu une enquête, et c'est super intéressant à faire, et ça c'est le truc justement qui te dévie tellement de ce que tu étais en train de faire à la base. Ouais, tu tombes dans des rabbit holes comme ça. Ouais, ça m'arrive très souvent. Ouais, bah écoute, pour moi, j'ai pas d'autres questions qui me viennent. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter par rapport à ton segment, une anecdote, quelque chose, ou pour toi ? Je pense que j'ai cité à peu près tous ceux qui ont participé, donc dans ce que je t'ai dit. Donc non, j'ai pas grand chose à rajouter. Ah, si ce n'est que je pourrais te dire, mais je sais même pas si c'est intéressant, mais en tout cas Patrick, donc qui est un peu la source de l'histoire, le fait qu'il ait son pack de protons. À l'époque où je lui avais dit je vais faire un court-métrage ectoplasme, j'ai pas encore le scénario mais je vais utiliser ton truc, c'est ok pour toi? Il me dit oui. Et le soir où j'étais en train d'écrire le scénar avec Saïla Artichaut, je reçois un vocal de Patrick qui dure à peu près 6 minutes, où il me pitch une autre histoire de Ghostbusters qu'il avait en tête. Il vient d'acheter une maison à la campagne et il se disait putain, on pourrait la tourner là-bas, donc il a tout le film dans sa tête avec les décors de là-bas et tout ça. Et c'est une histoire assez intéressante aussi qui prend aussi le contre-pied habituel des trucs Ghostbusters. Et je lui ai dit écoute, ton histoire est beaucoup trop compliquée pour qu'on la tourne en si peu de temps. Elle nécessite un petit peu plus de choses visuellement, de cascades, de machin, donc ça va être chaud pour le faire pour les lettres de l'angoisse, mais si tu veux, on le fait plus tard. Et là, il m'a, quand on a été à la projo des Lettres de l'Angoisse 2, en sortant, il m'a dit je vais faire le scénario, on va le tourner cette année, je vais fabriquer un deuxième pack de protons. Je lui disais que si on y réfléchissait, peut-être qu'on pourrait imbriquer nos différents courts-métrages dans un truc plus grand. Mais pour l'instant, déjà, on va potentiellement faire un Ectoplasme 2 et on verra ensuite si on peut pas faire une histoire plus globale, parce que on a déjà trouvé une pirouette pour les lier l'un à l'autre, pour faire en sorte que lui reprenne que finalement son personnage du patron dans le premier, ça puisse être le même dans son truc. Donc on va y réfléchir, peut-être. Il y a très peu de chances que ça arrive, mais peut-être qu'on en fera une version longue en mélangeant ce qu'on a déjà fait et en tournant des trucs exprès pour faire un ectoplasme 1, un ectoplasme 2 et un ectoplasme version longue. En fait, parce qu'à un moment, on espérait pouvoir tourner un film amateur, mais pour les 10 ans de notre ciné-club La Grotte Chaude, et c'est dans pas longtemps, donc ça va être en 2027, donc si on le fait, faut y penser dès maintenant. Donc bref, peut-être il y aura des suites, c'est possible. Ah bah trop bien, bah écoute, bon courage pour ce projet du coup, puis pour tous les autres, et ça marche. Bah écoute, je te remercie, et puis pareillement. à tout bientôt du coup. À bientôt. Ciao.